enseignant-chercheur à l'IMT Milanès, à l'Institut des sciences des risques, donc qui est une équipe de recherche rattachée au LGEI, dans le laboratoire de génie de l'environnement industriel. Je suis géographe de formation, donc j'ai effectué une thèse sur la mise en œuvre d'un modèle de prévision de crue, et justement avec une approche spatiale, c'est-à-dire que classiquement, au lieu de considérer un bassin versant comme, on va dire, homogène, moi j'ai essayé de déduire les paramètres du modèle par rapport à la géologie, à l'occupation du sol, au sol, etc. Donc ça a marché avec plus ou moins de bonheur, et donc j'ai embrayé une carrière d'enseignant-chercheur dans cette école. J'y enseigne essentiellement deux grandes matières, la géomatique, les systèmes d'information géographique et la télédétection, et puis une deuxième partie sur l'hydrologie, et essentiellement sur les crues acinétiques rapides qu'on appelle les crues éclairs, dans les Cévennes essentiellement, voilà, qui reste mon domaine de compétences. Et puis donc il y a une dizaine d'années à peu près, et ça a été un peu une orientation de toute l'équipe de l'ISR, je me suis intéressé avec les autres collègues à la gestion de crise, voilà, qui constitue quelque part le pendant un peu géographie humaine de mes travaux. Ce volet gestion de crise, je l'aborde quand même avec encore une entrée modèle, où j'essaye de regarder dans quelle mesure les sorties qu'on peut faire de nos modèles, de prévision de crue, de prévision de ruissellement, peuvent être pertinents en situation de crise pour les décideurs. Quand on se place du côté de la modélisation, on va chercher à prévoir un phénomène. Donc on va développer pour ça des modèles qui vont donner des résultats, et en règle générale on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on est bien content, on a montré que notre modèle de prévision de crue il fonctionnait, qu'on avait des indicateurs mathématiques qui étaient bons. On écrit un article scientifique et puis on va dire ça s'arrête là. L'idée de mes travaux, c'est de dire bon, très bien, on a sorti un certain nombre de résultats, maintenant on va aller les présenter aux acteurs de la gestion de crise, donc les collectivités locales essentiellement pour ce qui me concerne, et on va voir comment ils analysent et comprennent les résultats qu'on a produits, et est-ce que vraiment c'est ça qu'ils attendent pour prendre leurs décisions sur le terrain. Pour ce qui est de la prévision des crues rapides, on va retrouver trois grands types de modèles. Des modèles statistiques, et là essentiellement nous on travaille avec une collègue du LGEI sur des modèles à base de réseaux de neurones, qui sont ceux qui actuellement, on va dire, produisent les meilleurs résultats. Alors c'est des modèles qui sont liés à l'intelligence artificielle et qui marchent par apprentissage. Donc effectivement, plus on va avoir d'événements, plus on peut considérer d'événements différents, que le modèle va apprendre des cas diversifiés et donc être plus performant. Et c'est vraiment tout à fait le cas. Donc quand vous parliez des épisodes de ce printemps, parce que l'automne dernier, à la saison qui normalement est favorable aux crues éclairs, on n'a pas eu de crues éclairs, mais on a quelques crues de printemps. Mais effectivement, si on les rentre dans le modèle, on va pouvoir penser qu'il va être plus efficace pour prévoir. L'inconvénient de ces modèles, c'est d'abord qu'ils font un peu peur aux opérationnels, parce que les réseaux de neurones, bon, c'est des théories de modélisation qui est issue de la biologie, mais qui a été beaucoup utilisée en informatique, en électronique, afin d'être appliquée plutôt dans des domaines aujourd'hui très très variés, et avec des résultats très, très positifs. Par contre, pour les prévisionnistes de crues, pour les experts, ils ont du mal à pouvoir bien intégrer facilement ce type de modèle qui leur change de l'état de l'art de ce qu'ils ont appris. Il n'y a pas de capacité d'infiltration, il n'y a pas de sol, on ne voit pas les paramètres, c'est un modèle boîte noire. Ceci dit, bon voilà, ça fait bientôt une dizaine d'années qu'on travaille dessus, on sent, alors vraiment chez certains opérationnels, le désir d'essayer de comprendre ce type de modèle qui donne vraiment des résultats sûrement les meilleurs en termes de prévision, à la fois en termes de quantité, mais aussi ce qui importe les opérationnels en termes de délai, c'est-à-dire quand va arriver le pic de crue. Il y a des modèles qui sont à base physique, où tous les paramètres du modèle sont déduits d'observations sur le terrain. Ça serait le modèle idéal, celui qui marche à tous les coups, pour tous les types de crues, puisqu'on est censé avoir rendu compte des processus sur le bassin versant.
Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. On peut considérer que certains types de ces modèles, il y en a plusieurs grandes familles, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais marchent en général sur des tout petits bassins versants de quelques kilomètres carrés, sur lesquels on a mis en place une instrumentation très développée. Et bien souvent, on a des temps de calcul qui sont très longs, et qui sont certes compatibles avec la recherche, mais pas du tout avec l'opérationnel. Heureusement, on a une version de ces modèles un peu dégradée, qu'on appelle conceptuelle, à base physique. Alors pourquoi à base physique? Parce qu'il y a quand même un petit peu de physique. Et pourquoi conceptuel? Parce que ça rend compte de la manière dont le modélisateur voit la genèse des crues sur le bassin versant qu'il étudie. En fait, et c'est ça qui est très compliqué, c'est que lors d'une crue, il y a plein de processus de ruissellement qui se passent. Et en fait, pour arriver à avoir l'inondation, il s'est passé de très nombreux mécanismes qui répondent à de très nombreuses équations physiques, donc ce qui rend le modèle à base physique compliqué. Et donc c'est pour ça qu'en le dégradant, on va postuler qu'il y a peut-être un processus qui est dominant, même si on sait que c'est pas vrai. Et puis après, on va caler les paramètres du modèle au lieu de les mesurer sur le terrain. Donc là, il y a plein d'approches différentes. Donc on peut considérer qu'il y a plein de modèles qui marchent. Après, c'est aux opérationnels, en fonction de leur sensibilité, de voir celui qui est meilleur peut-être en début de saison, peut-être celui qui est meilleur en milieu de saison, celui qui est meilleur en fonction des terrains. Mais oui, la situation des modélisations est très diverse. Bon, il y a eu de gros progrès de fait, hein, mais encore aujourd'hui, il est quasi impossible d'avoir une prévision de ce type de phénomène qui puisse être, par exemple, directement sorti du modèle et présenté à des opérationnels. Il faut vraiment un filtre du prévisionniste, parce qu'on n'est pas encore au point. Nos principaux interlocuteurs, ce sont les services de prévision de crue de l'État, qui attendent de la communauté scientifique qu'on puisse leur transmettre des modèles. Donc on a eu un très gros projet pendant 10 ans qui a servi de fil rouge à toute la communauté scientifique qui s'intéresse aux crues rapides, notamment sur le bassin méditerranéen. Et donc on a comme ça produit et intercomparé plusieurs modèles pour créer une grosse boîte à outils assez prévisionniste. Ceci dit, on s'est aussi rendu compte que les collectivités locales pouvaient avoir des besoins forts sur la connaissance de l'événement en cours, éventuellement de sa prévision à court terme, etc. Et jusqu'à présent, les collectivités locales avaient un gros interlocuteur qui était la préfecture. Éventuellement, s'ils avaient certains canaux, ils pouvaient contacter Météo France, ou certains services de prévision de crue, mais ce n'était pas forcément le cas de toutes les communes. Et donc avait une information qui était, bon, certes pertinente, mais assez globale, hein, et pas du tout adaptée à leur territoire. Donc on a vu, alors là je pense que c'est dans les... ça fait 5 ans, peut-être 10 ans, à peu près en même temps, des bureaux d'études qui sont partis sur ce créneau-là, en disant nous on va accompagner les communes en temps réel pour suivre avec elles le phénomène et essayer de leur donner des clés de compréhension de ce qui va se passer. C'est quasiment de la prévision immédiate. Nous on a un très bon exemple qui est Predict Service, hein, qui est une filiale de Météo France et de BRL, qui est un bureau d'études en hydrologie et en hydraulique de la région, qui accompagne de très nombreuses communes en temps réel lors des épisodes pluvieux. Après, il y a la mise en œuvre des plans de secours au niveau des collectivités locales. Alors ça s'appelle les plans communaux de sauvegarde, donc l'acronyme c'est PCS. On a vu très rapidement que la principale difficulté des communes, c'était d'arriver à positionner des actions sur le territoire qui soient cohérentes avec le phénomène. Et ça, par contre, c'était pas forcément la prévision immédiate, mais c'était plus dans la prévention, dans l'anticipation, qu'il fallait essayer de prévoir peut-être des seuils à partir duquel on allait barriérer les routes, à partir duquel on allait évacuer certains quartiers, à partir duquel on pouvait dimensionner l'état de la crise. Est-ce qu'on était dans un, on va dire, niveau jaune où finalement l'inondation n'est pas très importante, ou si on montait un petit peu dans les couleurs, on était plutôt dans une situation orange, voire une situation rouge. On doit les premiers travaux, notamment à Didier Graillot de l'École des Mines de Saint-Étienne, qui le premier a essayé de traduire ça de manière méthodologique, et il a proposé la création de plans d'intervention gradués que peuvent mettre en œuvre les communes pour essayer de graduer leurs interventions.
qui ressortait des conclusions des articles qu'on pouvait écrire sur les plans communaux de sauvegarde, c'était que finalement, pour que ces plans communaux de sauvegarde soient opérationnels, le maillon qui pour l'instant était le plus faible était le citoyen en fait. Lui est finalement assez peu informé des plans communaux de sauvegarde. C'est pas forcément une nécessité qu'il soit informé du plan. Par contre, qu'il soit informé qu'il est un maillon de ce plan, oui. Et bien souvent, c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans le plan, on va prévoir l'évacuation d'un quartier, mais la population du dit quartier n'est pas forcément consciente de ces décisions et de ces actions-là. La chaîne d'alerte réglementaire, en fait, elle est assez simple. C'est le préfet qui alerte le maire, et le maire a l'obligation d'informer la population. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ça marche en sens inverse. C'est-à-dire que le citoyen a obligation d'informer le maire ou qui peut d'une situation sur la commune qui n'aurait pas été anticipée par le préfet et le maire. Et ça peut arriver sur des crues qui sont, par exemple, très localisées et très rapides. Et le maire, lui, a obligation d'informer le préfet. Donc quand on fait ce petit feedback, on s'aperçoit que du coup, dans le bout de chaîne, le citoyen peut passer en début de la chaîne d'alerte. Par contre, il est clair que si le citoyen n'est pas informé qu'il est situé en zone inondable, que dans certaines conditions, à certaines périodes de l'année, il est susceptible de subir une inondation, et donc susceptible d'évacuer son appartement ou sa maison de manière préventive, parce que les actions de la commune ne sont pas des actions de secours, c'est les sapeurs-pompiers qui mènent des actions de secours. La commune, elle est plus dans la sauvegarde, donc dans l'anticipation. Ben, ça va pas marcher. Il y aura quasi systématiquement un refus des habitants à évacuer de manière préventive. Ou alors il va falloir refaire l'explication, et c'est pas le moment. Dernier point, les actions du citoyen peuvent aussi entraver les actions de sauvegarde ou les actions de secours. Et là encore, il est nécessaire d'informer le citoyen, de lui dire que finalement la meilleure des choses, c'est qu'il n'aille pas se mettre en danger. Et au moins pour les crues, on va dire, en Europe, la majorité des problèmes, la majorité des victimes se font sur la route, essentiellement. Et donc c'est là qu'il faut travailler pour que le citoyen ne se mette pas en danger, voire se sauve tout seul, arrive à sortir de la zone inondable. Bon, ce qui peut paraître être un réflexe, mais qui n'est pas forcément si simple à mettre en œuvre. Donc vraiment là, je pense que la communauté scientifique, à mon sens, qui travaille sur cette thématique de gestion de crise, est assez d'accord pour dire que pour l'instant, le maillon faible, pour reprendre un terme très gestion de crise, c'est l'information du citoyen en termes de crise et de comportement à tenir en situation de crise. Je me suis très souvent heurté à la difficulté auprès des collectivités locales, et notamment des élus, surtout le problème de la cartographie, en fait, qui rejoint tout à fait l'aménagement. En ce sens que j'essayais de toujours bien leur faire comprendre la différence entre les cartographies de gestion de crise que je leur proposais de mettre en œuvre et les cartographies d'aménagement du territoire qui concernent plus le développement de leur commune. Alors il y a des liens entre les deux, c'est très clair, mais dès que si j'arrivais sans explication de texte, j'avais quasi systématiquement un refus d'un maire ou d'un élu d'aller produire lui-même une cartographie de risque. Il me dit non, c'est pas nous, ça c'est l'État. Mais je vais pas créer moi une nouvelle carte de risque sur mon territoire. Ne soyons pas maso. Enfin, c'était un peu l'idée qu'il y avait derrière. Et du coup, on a fait de la pédagogie en disant non, ce n'est pas une carte réglementaire, c'est une carte pour aider à la gestion de crise. On ne tient pas trop compte des enveloppes, on prend même plus large parce que on ne sait jamais, etc. Bon, ça passe, mais il y a une grosse pédagogie à faire parce qu'on sent bien effectivement pour les élus, la crise c'est un fait, c'est quelque chose qu'on va gérer. Par contre, ce qui les préoccupe, c'est plus de l'aménagement du territoire et c'est plus le temps de la prévention, et sur lequel effectivement on est dans le sud de la France, on a
des pressions foncières qui sont quand même très importantes. Les dernières grosses crues dans le département du Gard, c'est 2002. Bon, on voit bien qu'il y a des zones qui ont été inondées en 2002 qui sont aujourd'hui recouvertes par un lotissement. Enfin, on a tous en tête, on va dire, des zones qui ont été urbanisées, peut-être pas de manière très pertinente par rapport au risque. Ceci dit, la grande majorité des centres-villes historiques des villages gardois, et puis c'est pas que les villages gardois, sont tous en zone inondable. La ville de Sommières, la ville de Quissac, la ville de Nîmes sont des villes dont le centre historique est en zone inondable. À partir de là, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de travailler sur un concept qui est très travaillé aujourd'hui, qui est le concept de la résilience, qui est comment on peut faire que ces populations acceptent et comprennent d'être en zone inondable, et par contre mettre toutes les mesures à œuvre pour être le moins vulnérable possible. D'abord physiquement, bon ça c'est un premier point, mais aussi économiquement, et quelque part donc vivre avec l'inondation. Et dans ce cadre-là, la gestion de crise a un rôle à jouer dans cette résilience, parce que si on comprend, on intègre les bonnes pratiques en situation de crise, on va forcément être moins vulnérable. Le chercheur il est tout le temps en train de savoir quelle casquette il a en fait. Parce que le chercheur il est aussi citoyen, il habite aussi une collectivité, il est aussi soumis lui aussi aux aléas hydrologiques de la même manière que ses concitoyens. Et donc moi j'ai éprouvé souvent une certaine difficulté à faire la part entre mes travaux de chercheur, finalement mon avis de citoyen sur la question, alors citoyen un peu averti, parce que je dispose un peu de plein de connaissances entre guillemets qu'ont pas les élus, les praticiens ou éventuellement les acteurs que je peux rencontrer. Donc oui, ça fait bouger, puisque ça oblige à se poser des questions. Par contre, moi je trouve que toute la difficulté, et notamment quand on peut s'exprimer dans le cadre de conférences, de vulgarisation, on en fait quand même très très régulièrement. On est appelé par plusieurs associations pour faire des ateliers, des petites conférences, etc. Tant qu'on fait la conférence, ça va, parce qu'on sait de quoi on parle. Quand on arrive au niveau des questions, c'est très difficile d'arriver à dire mais est-ce que mes connaissances scientifiques, mes travaux me permettent de répondre à la question? Parce que bien souvent c'est non. Quand on me pose des questions sur le changement climatique, j'ai très peu travaillé sur le changement climatique. Donc là, mes avis sont quand même plus de citoyens éclairés. Donc voilà, c'est un problème de positionnement qui est souvent pas simple à gérer. Par contre, est-ce que dans mes travaux de recherche, je tire bénéfice de ces rencontres? Ça, c'est très clairement oui. Là où je vois le plus d'influence, c'est dans tous mes travaux qui sont plutôt de la géographie physique, de la modélisation hydrologique. Où là, je suis avec mes modèles tranquilles au laboratoire ou sur le terrain à faire des manips. Et où là, je réfléchis en essayant de me dire, bon ben voilà, de quoi ils vont avoir besoin concrètement. Est-ce qu'il faut que je sois au millimètre? Ou finalement, si déjà je prévois au mètre, c'est peut-être pas plus mal. Ou de quelles incertitudes peuvent leur convenir. Est-ce que si je leur parle de probabilité, ils vont me comprendre? Enfin voilà. Et tout ce langage-là, en fait, c'est de la médiation qu'on peut faire lors de montage de projets, de réunions, etc. Donc là, ça m'aide beaucoup. J'ai la chance, depuis une vingtaine d'années, de pouvoir suivre un bassin versant expérimental dans les Cévennes. Alors un bassin versant expérimental, c'est 4 km² sur lequel on a installé alors, on va dire une dizaine de points de mesure de débit. Alors, on a commencé à les suivre en 2002. La naissance officielle du bassin versant, c'est 2004. L'idée, au départ, ça a été d'étudier les processus de genèse des crues dans les Cévennes. Puis aujourd'hui, on étudie les bases-eaux sur ces bassins. Mais l'idée, quand même, c'est de dire on va essayer de s'installer sur la durée. On va se plier en quatre pour trouver des bouts de financement parce qu'on ne sait pas financer trop bien ce genre de choses.
Et on se dit, bah, peut-être on est là pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans. Et on va essayer de suivre un minimum de paramètres, et notamment le débit, sur du temps long, en se disant, bah, ça servira toujours pour valider des modèles, notamment sur le changement climatique, qui sont finalement des modèles qui tournent, mais sur lesquels on n'a jamais vraiment de validation. Moi, en tant que chercheur, c'est vraiment le moment où je respire quand je suis sur ce bassin-là. Et donc, on collabore à plusieurs équipes de recherche à Montpellier-Rennes, d'Avignon, pour essayer de maintenir ce bassin versant en espérant qu'on arrive à faire ces mesures pendant encore une bonne vingtaine ou une bonne trentaine d'années. Alors c'est vraiment la passion, très très clairement. Après il y aurait quantité de travail aussi. Enfin c'est bizarre, mais je trouve que c'est assez représentatif, quantité ou masse de travail, voilà, qui peut représenter ce que je fais. Ensuite il y aurait diversité, parce qu'on a un métier on a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Alors beaucoup de choses en termes de recherche, mais aussi on en a très peu parlé en termes d'enseignement, qui occupe presque la moitié du temps. Donc même si on arrive à faire cadrer, et heureusement, la recherche avec l'enseignement, bon, c'est aussi un volet passionnant. Voilà, j'en ai dit 2-3. Voilà.